Mon nom, c'est Pierrot Lapierre. Je suis le coordonnateur du service qui est le Carrefour d'information pour aînés. Le Carrefour d'information pour aînés, c'est de fournir de l'information aux aînés de façon individuelle ou encore en groupe, comme cet après-midi. C'est Virginie Lateil qui a organisé la conférence. Puis, comme vous voyez, c'est bien organisé. Il y a une grosse participation. On a le plaisir de cette conférence sur l'audition. J'ai le plaisir de vous présenter Mathieu Vézina. Bonjour tout le monde. Qui est audioprothésiste, oui, bien sûr, et Mme Audrey Dubord, audiologiste. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est sûr que moi, ma relation a tombé. Je vais laisser la place aux audiologistes. Puis je les remercie à l'avance d'avoir accepté de venir vous entretenir sur un sujet qu'on considère très important. Puis avec la participation, on n'a pas besoin de dire que c'est important. On le voit là, c'est bien important. Bonjour tout le monde. Mais tout d'abord, je remercie tout le monde de s'être déplacé pour venir nous rencontrer cet après-midi. On voit qu'en fait, les problèmes auditifs, ça concerne beaucoup de monde, surtout l'aîné. En fait, la problématique avec laquelle moi et Mme Dubord, on va travailler le plus souvent, c'est on va faire face à des cas de presbyacousie, qui est le vieillissement de l'oreille, phénomène de vieillissement de l'oreille, qui est un des phénomènes les plus communs. Donc, évidemment, moi et Audrey, on a des rôles complémentaires et on aura l'opportunité de vous en parler lors de la présentation. Et la présentation qu'on vient vous parler aujourd'hui, c'est une présentation qui a été mise au point par Mme Hélène Caron, qui est elle-même audiologiste, comme Audrey l'est présentement, et qui va être présentée par moi et Audrey. Donc, la présentation va se faire en deux parties. Donc, en premier lieu, on va parler de la perte auditive. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui incommode la personne malentendante dans sa vie de tous les jours? Et on a fait une deuxième partie à la présentation dans laquelle on va parler des solutions à la perte auditive. C'est pas tout de se dire, ben je suis malentendant, on apporte des solutions aussi. Donc, évidemment, je vais laisser Audrey commencer pour la première partie et je me joindrai à vous pour la deuxième partie de la présentation. J'oubliais de dire qu'à la fin de la présentation, il y aura une période de questions aussi, mais évidemment, si vous avez des questions durant la présentation, on peut procéder à main levée, puis on y répondra aussi au fur et à mesure. Merci. Donc, pour commencer, j'avais une petite question pour vous. Selon vous, combien de personnes au Québec ont un problème auditif? Donc, un pourcentage de la population. Donc, on peut procéder à main levée, qui dit environ 50 30 de la population. 50 peut-être 40. Eh bien, c'est 10 de la population, donc c'est quand même une personne sur 10, et ça représente 750 000 personnes au Québec. C'est normal, comme disait M. Vézina, plus on avance en âge, plus l'audition tend à diminuer. Donc, c'est pour ça que pour les 65 ans et plus, ça va être une personne sur 3 qui va avoir un problème auditif. Et chez les 75 ans et plus, c'est une personne sur 2. Donc, c'est un problème qui est assez important plus on vieillit en âge. Donc, selon vous, maintenant, quel est le nombre de personnes qui ne sont pas traitées pour leur problème auditif? Sur le 750 000 personnes, là, combien de personnes, selon vous? 30 C'est 80 qui ne sont pas traités pour leurs problèmes auditifs, donc qui ne consultent pas, qui ne vont pas rencontrer une audiologiste, un audioprothésiste ou un spécialiste de l'oreille. Donc, c'est un chiffre assez important, mais vous, que vous soyez ici aujourd'hui, c'est déjà un très bon pas.
Donc, comme on le mentionnait, la présentation qu'on vous montre aujourd'hui a été faite en collaboration avec l'Institut Raymond Dewar. C'est un institut qui est spécialisé et surspécialisé pour les personnes malentendantes. Et puis, également, ça a été fait en collaboration avec le groupe Forget. Donc, c'est un regroupement d'audioprothésistes au Québec. Maintenant, la problématique de la déficience auditive. Il y a plusieurs causes donc pour un problème auditif. Comme disait M. Vizina, bon, il y a le vieillissement normal de l'oreille. Il va également avoir une exposition prolongée au bruit. Et ça peut être également des problèmes réversibles qu'on dit non permanents, mais que je vais vous parler davantage plus tard. Juste pour vous expliquer un peu le graphique ici. Dans le fond, on remarque que plus on avance en âge, plus on va retrouver, dans le fond, de problèmes auditifs étant irréversibles auprès de la population. Donc, on va de 0 jusqu'à 75 ans et on voit que la colonne des 75 ans, c'est où qu'on retrouve le plus de personnes ayant une baisse auditive. Donc, on va poursuivre. Donc, ici, on retrouve les problèmes qu'on retrouve le plus chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Donc, la plupart, on a des lunettes, hein, parce qu'avec le temps aussi, il y a la vision qui diminue. Donc, on pourrait penser que les problèmes de vision viendraient peut-être avant les problèmes d'audition, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, si on remarque, les problèmes visuels se retrouvent à la toute fin. Donc, 8 de la population vont avoir des problèmes visuels, alors que la perte auditive se retrouve quand même là, à la 4e position, 30 ainsi qu'on peut retrouver les acouphènes. Savez-vous ce que c'est un acouphène? Des bruits dans l'oreille. Des fois, du liquide dans l'oreille du téléphone pour faire le débalancement. Ça, c'est plus une otite. Donc, exactement. Donc, un acouphène, c'est un bruit, donc un sifflement, un bourdonnement, un bouloir qu'on va entendre dans notre oreille, même si c'est silencieux. Donc, ça va être souvent un symptôme de la baisse auditive. Et donc, si on combine les deux, ça peut faire un 39 %. Donc, on va retrouver là, une baisse auditive ou l'acouphène beaucoup chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Qu'est-ce que ça amène, une baisse auditive? Ça amène des désagréments au quotidien. Donc, première des choses, on n'entendra plus bien les sonneries du téléphone, la porte. Au téléphone, on va faire beaucoup répéter la personne qui parle, on ne comprend pas bien. On trouve que les gens commencent à marmonner. Supposons qu'on est dans une salle d'attente et on attend notre rendez-vous chez le médecin. On n'entend même plus notre nom quand le médecin nous appelle. On va avoir de plus en plus de difficultés à s'intégrer dans les groupes, même que des fois on va s'isoler, on va préférer ne plus faire nos activités parce qu'on n'arrive plus à bien comprendre les autres, on n'arrive plus à s'intégrer dans les conversations. Également, ça devient dangereux. Supposons qu'il y a le feu et qu'on n'entend plus l'alarme de feu. Ça peut être quelque chose là, qui crée vraiment un gros inconvénient au quotidien. Traverser la rue sans... Exactement. Quand on traverse la rue et on n'entend plus la voiture qui arrive ou le klaxon qui klaxonne pour nous avertir. Donc, ça peut créer vraiment des gros désagréments au quotidien. Donc, les signes de la surdité. Comme je vous le disais un peu tantôt, bon, on va penser que les autres commencent à marmonner. On va se mettre à parler plus fort ou même des fois moins fort, tout dépendant. On fait beaucoup répéter. Hein, quoi? J'ai pas compris. La télévision, on la met vraiment plus forte. On répond de travers à la question que la personne nous demande. Comme je vous disais tantôt, bon, on n'entend plus les sonneries, on va tendre à s'isoler. Donc, est-ce que certains se retrouvent un peu ici? Oui. Oui. Moi aussi, on me dit que ma télévision est forte. Moi, je me retrouve dans tout ce que ça avait dit, là, c'est bon. C'est ça. Puis, je pense qu'on connaît tous, si ce n'est pas nous, au moins on connaît tous quelqu'un hein, qui va présenter ces signes-là ici.
Donc, on va poursuivre. Donc, le groupe Forget, en collaboration, encore une fois, avec l'Institut Raymond Devoir, a élaboré un questionnaire de dépistage. Donc, avant même de consulter un spécialiste de l'audition, vous pouvez remplir le petit questionnaire. C'est une quinzaine de questions, très faciles, très rapides et très valides aussi à compléter. Dans le fond, on répond par oui, parfois et non. Donc, ça peut nous donner un bon indice si c'est pertinent ou non de consulter auprès d'un audiologiste ou un spécialiste de l'audition. Donc, si vous voulez, à la fin, on va pouvoir le compléter avec vous si vous le désirez ou bien vous en remettre. Maintenant, notre oreille, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer un petit vidéo. Donc, voici notre oreille. Alors ici, on a le pavillon qu'on appelle, c'est la partie à l'extérieur. Donc, le son est capté par le pavillon et ensuite, il est acheminé dans le conduit auditif. Le conduit, c'est où on retrouve la cire, le cérumen. Là. Quand on dit qu'on a un bouchon de cire, c'est ici que ça se retrouve. On retrouve ensuite un petit tambour, ça s'appelle le tympan. Donc, c'est une petite peau qui va vibrer quand le son est acheminé dans le conduit et ça vient faire vibrer les plus petits os qui se retrouvent dans notre corps. On appelle ça les oscillets. C'est tout petit, c'est vraiment les tout petits os, là, c'est les plus petits os qu'on a dans notre corps. Ensuite, bon, la vibration va créer un influx nerveux ici. Là. Ça va venir faire un influx nerveux dans le petit limaçon, la cochlée, et ensuite, ça va être acheminé jusqu'au cerveau. OK? Donc, quand on dit qu'on a une perte réversible, donc non permanente, dans le fond, c'est quand on retrouve, par exemple, un bouchon de cire. Ça, on peut l'enlever. Par la suite, on entend bien. Si on a un trou dans notre tympan, donc dans notre tambour, souvent, on peut faire une intervention médicale. Donc, on peut reboucher le petit trou et mieux entendre à nouveau. Mais la plupart du temps, 90% des cas, c'est des pertes dites neurosensorielles, oui? Les labyrinthites à répétition, peuvent-ils apporter une surdité? Labyrinthite, c'est certain que ça va créer beaucoup d'étourdissement, de vertige, mais si on en fait beaucoup, éventuellement, oui, ça pourrait créer des dommages là, au niveau de l'oreille interne. Parce que le centre de l'équilibre se situe juste à côté. Si je vous montre ici, dans le fond, le centre de l'équilibre, c'est ici le petit labyrinthe, puis l'organe de l'audition est juste à côté, la cochlée. Donc, c'est ça, 90% des cas sont irréversibles. Donc, c'est des cas, dans le fond, des pertes neurosensorielles qu'on dit. Donc, c'est quand les petites cellules de notre oreille interne deviennent endommagées, soit avec le vieillissement normal de l'oreille, par la prise de médicaments qu'on dit ototoxiques. Donc, parfois, il y a des médicaments, par exemple, pour la chimiothérapie, qui peuvent créer des baisses auditives. Également, une exposition prolongée au bruit, donc des travailleurs qui sont dans des usines ou dans le domaine de la construction. À long terme, ça peut créer des dommages à l'oreille interne et ça, c'est permanent. Donc, il n'y a pas d'intervention médicale pour retrouver l'audition à ce moment-là, mais on a d'autres solutions. Oui? Oui, quand on parle de ça, là, les travailleurs, il y a sûrement des métiers qui, à la langue, là, quand la personne parle fort, c'est-tu nécessairement parce qu'elle entend mal qu'elle écoute, autrement dit, quand elle parle très fort, qu'elle est près de nous, elle parle fort? Bien, ça peut être un des signes, mais souvent, on va retrouver autre chose aussi. La personne ne parlera pas seulement fort, mais elle va faire beaucoup répéter, par exemple. Le volume de sa télévision va être forte. Mais des fois, il y a des gens qui ont juste une bonne voix, puis que c'est une habitude qu'ils ont pris tout au long de leur vie à parler fort. Donc, souvent, parler fort, ça ne sera pas le signe ultime que la personne a une baisse auditive. Donc, ici, ma diapo, intensité
intensité versus clarté. Nous, en audiologie, on va évaluer deux choses. On va évaluer comment la personne entend, mais comment la personne comprend également la parole. Donc, ce n'est pas la même chose, parce qu'une personne peut entendre à un certain niveau, mais comprendre la parole, c'est très difficile pour elle. Donc, même avec des appareils auditifs, oui, on peut ramener l'audition à un certain degré, mais on n'améliorera pas nécessairement la compréhension de la parole. Donc, il faut faire la distinction entre les deux choses. Donc, ça va amener aussi là, des petites confusions quand les personnes parlent, surtout pour les sons là, qui se ressemblent, 6, 10, fil, cil. Oh oui, vous m'avez dit que mon rendez-vous est à 16 heures. Non, il est à 13 heures. Donc, les sons qui se ressemblent beaucoup, chez les personnes qui ont une baisse auditive, si on n'a pas le contexte, ça peut être plus difficile de bien comprendre. Donc, on est rendu à l'étape des solutions. Sur la première partie, au niveau de l'audition et le système auditif, aviez-vous des questions? Vous voulez savoir les solutions, hein? Donc, c'est certain qu'il n'existe pas une solution ultime. Tout dépend de qu'est-ce qui cause la baisse auditive. Et c'est certain que l'idéal, c'est de mettre toutes les solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui ensemble. Première des choses très importantes, les stratégies de communication. Il faudrait utiliser ça au quotidien avec toutes les personnes qui présentent une baisse auditive. Première des choses, c'est de s'approcher de la personne qui a une baisse auditive. Plus on est loin, moins on capte bien le message. Les mots vont perdre leur clarté. On ne comprendra pas bien la parole. Ça va être difficile de lire sur les lèvres. Souvent, les personnes malentendantes vont beaucoup utiliser la lecture sur les lèvres en plus de l'auditif. On essaie de réduire le bruit. On essaie d'éviter les milieux très, très bruyants, surtout si on veut avoir une bonne discussion avec quelqu'un, parce que quand on est dans le bruit va se mélanger aux mots, à la parole. Et puis, veut pas, l'appareil auditif, ça amplifie, oui, la parole, mais ça va amplifier le bruit aussi. Donc, supposons qu'on est au restaurant, on essaie de prendre la banquette qui est peut-être dans le coin, qui est plus isolée du bruit. Comme je vous disais, on peut demander à la personne, est-ce que tu voudrais qu'on aille dans un endroit plus silencieux pour avoir une bonne conversation? Donc, on essaie d'éviter les milieux très, très bruyants. Donc, avant de parler, on essaie de capter l'attention de la personne. Donc, soit en allant lui toucher le bras, capter son regard, on lui fait un geste. Parce que si on commence à parler sans que la personne nous regarde, elle n'aura pas compris le début, OK? Donc, c'est vraiment mieux d'aller capter son attention avant de commencer de parler. Toi, là, tu parles de la personne qui a une prothèse dans l'oreille, là. Si on parle d'une personne qui a une prothèse, c'est qu'on sait qu'elle est malentendante. OK. Donc, dès que vous suspectez quelqu'un d'être malentendant, l'idéal serait d'utiliser ces stratégies-là pour communiquer avec elle. Encore pareil. Oui. Elle va venir, mais elle n'a pas. Mais que la personne ait ou non un appareil, si on a affaire à une personne malentendante, c'est préférable d'utiliser ces stratégies-là. Puis comme Audrey le disait tout à l'heure, l'idéal, c'est d'utiliser toutes ces solutions-là ensemble. C'est pas d'en utiliser une. Comme on verra tout à l'heure, porter un appareil, c'est une des solutions. Mais vous pouvez aussi utiliser des stratégies de communication, des trucs qu'on vous donne pour communiquer avec la personne, même si elle a l'appareil. OK, merci. Également, bon, comme je le mentionnais, c'est important de montrer son visage pour que la personne puisse bien voir les lèvres, les expressions faciales.
Probablement que ça vous est déjà arrivé de vous faire répondre derrière un gros comptoir, vous ne voyez pas le visage de la personne, ou bien vous êtes chez votre médecin, il prend des notes rapides, il vous parle de dos. Ça se peut qu'on manque plus ce que dit la personne que si on voit bien son visage. Donc, durant la conversation, on est en train de parler. Supposons qu'on veut changer de sujet. C'est bien d'avertir la personne afin qu'elle sache c'est quoi le contexte. La personne nous fait répéter un quoi. Ça veut peut-être dire qu'elle n'a pas compris le mot. Donc, on peut essayer de changer le mot pour un autre. Par exemple, si elle ne comprend pas le mot maringouin, on peut dire insecte, on peut dire bzz, on peut essayer de mimer le maringouin. Donc, on essaie de changer le mot pour un autre. Donc, voilà. Également, on essaie de parler lentement. Bien sûr, on ne veut pas exagérer, mais plus on parle lentement, plus le message va être transmis de façon claire. Et on peut parler également un peu plus fort. On peut parler un peu plus fort sans crier non plus. Donc, qu'est-ce qui peut nuire à la conversation? Quelqu'un qui a une grosse moustache, que ça cache les lèvres. Quelqu'un qui mange la gomme, qui a un crayon dans la bouche, qui crie. Ça peut distorsionner le message, puis on va moins bien comprendre. C'est sûr qu'on ne va pas dire à la personne de se raser la moustache, mais on peut utiliser à ce moment-là les autres stratégies. Maintenant, l'autre solution, qui est plus du domaine de M. Vézina, alors je vais lui laisser la parole. Aviez-vous des questions sur ma partie? Non, mais vous parlez très bien, je comprendrai tout le temps. Oui. Tant mieux. C'est Audrey. Son rôle, il fait quoi? Elle est audiologiste. Donc, Peut-être examine nos oreilles. bien, on le verra tout à l'heure, il existe plusieurs professionnels de la santé auditive et chacun a son rôle. Nous, on travaille en collaboration présentement et Audrey, elle, ce qu'elle fait, elle reçoit les gens quand les gens croient avoir une perte auditive et ça va être son rôle d'évaluer l'audition. Évidemment, elle peut vous faire des recommandations. On l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui a une surdité, bien, on peut donner des trucs pour améliorer la conversation avec les gens, comme réduire le bruit, demander aux interlocuteurs de parler plus lentement, sans exagérer, regarder le visage de la personne. Évidemment, souvent, ou parfois même, c'est des stratégies qui sont déjà utilisées par la personne malentendante. Donc, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, bien, l'idéal, tous les trucs, toutes les solutions qu'on apporte, bien, l'idée, ce n'est pas d'en utiliser une seule, c'est de toutes les utiliser ensemble. Donc, là, moi, je vais vous parler de l'aide auditive qui fait partie d'une des solutions aussi, en plus des stratégies de communication. Et évidemment, on va voir qu'est-ce que c'est une aide auditive, mais juste pour faire un sondage rapide, est-ce qu'il y a des gens ici qui portent des appareils auditifs? Une personne, 2, 3, 4, 5 personnes? OK, excellent. Donc, on voit qu'il y a certaines personnes qui portent des appareils auditifs, mais c'est certain que si on regarde le groupe ici, on parle de gens de plus de 65 ans, on estime qu'il y a environ le tiers du groupe qui serait peut-être affecté d'une surdité. Puis ça fait du sens par rapport aux chiffres qu'on vous montrait tout à l'heure. Environ 80% là, des personnes souffrant de surdité ne seront pas diagnostiquées à l'heure où on se parle. Donc, revenons-en à l'aide auditive. Qu'est-ce que c'est un appareil auditif? Il y a des gens qui en portent ici. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient dire qu'est-ce que c'est un appareil? C'est une aide pour entendre mieux. Pour entendre mieux. Ça aide à capter du son un peu plus, puis on entend mieux la personne. Est-ce que c'est une oreille neuve? Non. C'est pas une oreille neuve, hein? C'est pas une oreille bionique non plus. C'est pas une oreille de 25 ans non plus. Donc, c'est sûr que l'appareil auditif aide beaucoup. En fait, ce que c'est un appareil, c'est que c'est un amplificateur qui est miniaturisé pour se placer dans l'oreille.
Évidemment, c'est certain que cet appareil-là, il ne peut pas être choisi dans un catalogue Sears ou sur Internet parce qu'il doit être choisi et adapté aux besoins de la personne. Et évidemment, ça varie beaucoup d'un individu à l'autre. C'est pour ça que finalement, les gens doivent rencontrer un professionnel, un audioprothésiste, pour choisir et adapter l'appareil selon les besoins. Puis finalement, le but de l'appareil auditif, Audrey tout à l'heure parlait de chez la personne d'un problème à entendre les sons, un problème d'intensité, mais aussi un problème de clarté, un problème à percevoir la parole. Ce que l'appareil va faire, c'est qu'il va corriger un de ces deux problèmes-là. Il va permettre à la personne d'entendre les sons. Évidemment, c'est certain que sans entendre, on ne peut pas comprendre. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, dans ce sens-là, l'appareil va apporter une aide. Par contre, il va tout de même rester un déficit au niveau de la perception des sons. Donc, évidemment, l'appareil auditif a une limite. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas une oreille neuve. On peut changer de diapo. Donc, les avantages de l'appareil, en quoi ça peut nous aider? Bien, le but principal de l'appareil, c'est de mieux entendre la parole. Ce n'est pas de mieux entendre la tondeuse quand on fait le gazon. Ce n'est pas le but de mieux entendre le marteau-piqueur si on fait des travaux. C'est vraiment pour la parole. Évidemment, ça peut apporter d'autres avantages aussi. Comme le disait Audrey, il y a des gens qui ont une surdité, qui n'entendront pas les bruits de l'environnement. C'est-à-dire, si le feu prend dans un édifice ou dans la maison, puis on n'entend pas le système d'alarme, bien là, pour notre sécurité, ça va être problématique. Mais donc, pour redonner un contact avec l'environnement, les appareils auditifs vont être utiles pour ça. Évidemment, les gens aussi qui sont sur le marché du travail ou à l'école, ça permet d'obtenir un meilleur rendement, d'entendre ce qui se passe autour de nous. Et pour les tout-petits, les jeunes enfants, ça permet de mieux développer le langage et la parole. Un enfant qui va présenter une surdité en très jeune âge et souvent, si la surdité n'est pas traitée par la suite, mais ce qui peut se produire, c'est que l'enfant traîne un certain retard de langage. Donc, nous, on peut intervenir à ce niveau-là aussi pour améliorer la parole et le langage. Évidemment, quand on parle d'appareil auditif, on va souvent parler de deux aspects de l'appareil. On va parler du modèle, la forme de l'appareil auditif. Ça, c'est un peu, pour faire une analogie, si je parlais d'une carrosserie de voiture. Donc là, on va parler du modèle à ce moment-là. Et on va parler aussi de la technologie. Ça, la technologie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'appareil auditif, un peu comme le moteur de notre voiture. Donc, on va commencer par vous parler des différents modèles. Il y en existe plusieurs. Il y en a des derrière l'oreille, il y en a des dans l'oreille. Donc, présentement, on voit deux types d'appareils derrière l'oreille. Donc, à votre droite, en beige, on retrouve un contour d'oreille qui est plus standard. C'est un type d'appareil qui peut être très pratique pour certaines personnes qui feraient beaucoup de cire dans les oreilles ou transpirent abondamment. C'est un appareil qui est très robuste. On voit un autre appareil ici en bas qui, lui aussi, se porte derrière l'oreille, mais qui a été conçu pour cibler plus les sons aigus que les sons graves et qui, esthétiquement, est peut-être plus intéressant dû à son tube fin et la partie derrière l'oreille qui est moins grosse. Donc, évidemment, il existe plusieurs formats d'appareils auditifs derrière l'oreille. On retrouve ici un format d'appareil dans l'oreille qu'on appelle l'intra-auriculaire. Donc, cet appareil-là, souvent, ce qu'on va faire, on va le faire pour les gens qui ont des problèmes visuels. Quelqu'un qui serait non-voyant, par exemple, ce qui est pratique avec cet appareil-là, c'est que l'appareil est plus gros, se manipule plus facilement, la pile est plus grosse, donc plus facile à changer. Ça va aider la personne à ce moment-là. Bien, l'appareil que je vous montre est toujours personnalisé à votre oreille. Donc, ce qui se produit quand vous allez chez l'audioprothésiste, lui prend une impression de votre oreille et évidemment, votre appareil va être confectionné à partir de cette impression-là. On retrouve ici ce qu'on appelle une prothèse intracanale ou demi-conque. Donc, c'est un peu similaire à l'appareil que je vous ai présenté plus tôt, mis à part qu'elle prend seulement la moitié de l'intérieur de l'oreille.
Et vous avez le péritympanique, qui est la tout petite, qui est logée complètement au fond de l'oreille. Évidemment, celle-ci peut présenter aussi certains avantages, une facilité accrue pour répondre au téléphone, pour les gens qui ont des pertes auditives plus légères et évidemment, les gens qui font surtout de l'activité à l'extérieur, le vent est perçu de façon moins prononcée avec ce type d'appareil-là. Donc, on parlait tout à l'heure de technologie. Je faisais référence à notre moteur d'appareil auditif. Il existait autrefois ce qu'on appelle la technologie conventionnelle ou les aides auditives analogiques. Donc ça, nous, quand on reçoit un patient et on lui remet un appareil, l'appareil est toujours ajusté en fonction de l'évaluation de l'audiologiste, comme Audrey l'est. On a plusieurs façons de s'y prendre. Ce qu'on faisait avec l'appareil analogique, c'est qu'il y avait des petites vis sur l'appareil et pour ajuster les sons graves, les sons aigus, bien là, on tournait les petites vis. Et depuis 2006, ce type d'appareil-là est complètement désuet. C'est un type d'appareil qui n'existe plus. Donc, aujourd'hui, tous les appareils qu'on va retrouver sur le marché sont programmables par ordinateur, ce qui fait que tous nos ajustements se retrouvent sur l'ordinateur. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus flexible. Pourquoi? Bien, évidemment, si je voulais avoir 40 ajustements avec mon appareil analogique, il aurait fallu qu'il y ait 40 vis sur votre prothèse. Donc, la prothèse aurait été gigantesque et là, ça aurait donné des maux de cou aux patients. Donc, évidemment, c'est une technologie qui n'existe plus. Par contre, avec l'ordinateur, là, ce qu'on peut, c'est multiplier les réglages et ça nous donne beaucoup plus de flexibilité et le rendement est beaucoup plus satisfaisant avec les appareils. Est-ce que, oui? l'ordinateur, est-ce que chez moi, je peux m'en servir mais, à ce moment-là pour descendre le son? C'est ça la beauté. Non, pas du tout. En fait, vous n'avez pas à posséder un ordinateur pour ajuster vous-même l'appareil auditif. Ça, c'est le travail de l'audioprothésiste. Donc, en réalité, c'est lorsque l'audioprothésiste va vous remettre l'appareil qui va être ajusté par l'ordinateur. Mais vous n'avez pas à ajuster l'appareil. Par contre, vous pouvez avoir accès à certains contrôles, comme un volume, par exemple, ou ce que l'audioprothésiste peut faire, c'est faire plusieurs programmes pour répondre à plusieurs types de situations de votre vie. Exemple, écoute au téléphone ou situation de groupe, environnement calme. Et vous pouvez avoir soit un contrôle directement sur l'appareil ou une télécommande pour régler manuellement ces programmes-là ou le volume, mettre plus fort ou moins fort le volume. Donc ça, c'est une des technologies qui est utilisée avec les appareils numériques. Et évidemment, on a vu des appareils voir le jour qui étaient complètement automatiques, qui avaient des réglages beaucoup plus performants. Il y a aussi certains appareils qui ont la possibilité, lorsque vous êtes dans un groupe, de couper les sons sur le côté et l'arrière de façon à réduire le bruit pour faire un focus vers votre interlocuteur. On a vu tout à l'heure qu'une des stratégies de communication, c'était de se placer devant la personne. Et Audrey disait, les gens malentendants souvent vont lire sur les lèvres. C'est vrai. Les gens qui entendent bien aussi vont lire sur les lèvres. Tout le monde lit sur les lèvres. Fait qu'évidemment, en réduisant le bruit sur les côtés et l'arrière et en utilisant ces stratégies-là, ça permet d'obtenir un rendement supérieur dans les groupes, dans le bruit. Avec ce petit appareil-là, avec ça. Ça, c'est simplement un contrôle manuel pour régler les appareils auditifs. Oui, mais la personne là, que tu parles, exemple, quand elle veut réduire le bruit à côté, c'est avec cet appareil. Il y a des appareils qui le font automatiquement. Sans avoir la télécommande. Par contre, des fois, avoir une télécommande peut être utile parce qu'on peut parfois dire à l'appareil, OK, envoie le focus du côté droit ou du côté gauche ou en avant ou même en arrière. Et ça, exemple, si vous êtes chauffeur de taxi, ça peut être très pratique parce que c'est impossible pour vous, lorsque vos clients vous parlent, de voir les lèvres parce qu'ils sont assis sur la banquette arrière. Donc, en orientant l'orientation des microphones vers l'arrière, ça permet de mieux percevoir la parole à ce moment-là. Parce qu'on connaît quelqu'un qui a un appareil semblant, elle me dit, quand elle entend trop de bruit à côté, elle ne va pas bien, elle n'entend pas bien. On peut bien se dire, de baisser son volume. Donc,
La question de madame, c'était, bon, évidemment, souvent, la personne malentendante va avoir plus de difficultés dans une situation de groupe que dans un environnement calme. Et évidemment, là, il y aurait la possibilité d'utiliser plusieurs options comme la possibilité de réduire le bruit sur les côtés et l'arrière. Oui, ça serait une bonne idée. D'ailleurs, c'est une des stratégies les plus efficaces pour réduire le bruit et améliorer la compréhension dans le bruit. C'est une stratégie qui a fait ses preuves. C'est sûr qu'idéalement, quelqu'un qui a des difficultés dans le bruit, ça prend ça, ce qu'on appelle des microphones directionnels. Donc, le microphone étant la partie qui capte le son sur l'appareil et qui donne une direction à l'amplification. Il faudrait peut-être qu'elle change son appareil, la madame, que parler sa parole. Ah, c'est ça qu'elle a, là. C'est certain que sans avoir vu l'appareil auditif, c'est un peu tôt pour dire il faut qu'elle le remplace, mais chose certaine, moi j'inviterais cette personne-là à en parler de ses problèmes à son audioprothésiste, puis c'est certain qu'à ce moment-là, il y a une aide qui peut être. C'est ça qu'elle a, c'est tout nouveau, quelques 3 mois, là. OK. Elle n'est peut-être pas habituée. Oui, il faut faire attention si ce n'est pas parce que l'appareil est récent qu'il va nécessairement comprendre ces technologies-là. L'idée, c'est justement de s'asseoir avec la personne au début, de regarder les besoins de la personne, puis proposer les technologies appropriées. Ça doit être intelligent pour les personnes âgées. Moi, j'ai connu des personnes âgées qui fermaient leur appareil, puis ils disaient « Ah, je n'entends rien », fait qu'ils se mettaient à jouer avec l'appareil, puis ils fermaient l'appareil. Ils disaient « Mes batteries sont plus bonnes ». Changer de batterie, c'était un problème. Ça fait 20 ans, j'allais le dire, mais j'en ai vu des problèmes de batterie. Bien, c'est certain que dans certains cas, on a beaucoup à simplifier l'appareillage pour rendre ça le moins compliqué possible. Je vous dirais que dans le cas de la télécommande, par contre, si vous êtes capable de manipuler une télécommande pour un téléviseur, vous n'aurez pas de problème avec ça, là. Plus fort, moins fort, flèche du haut, flèche du bas. Ça a quand même été conçu aussi pour des personnes âgées. Il ne faut pas oublier que les aides auditives, les manufacturiers, leur clientèle principale, c'est aussi la personne âgée. Donc, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est, s'il vous plaît, tout le monde, la question qu'il faut se poser, c'est, lorsqu'on a une surdité, lorsqu'on a une perte auditive qui est similaire dans les deux oreilles, que doit-on faire? Est-ce qu'on doit aider une oreille ou deux oreilles? Si on en a la possibilité, qu'est-ce qui est l'idéal? 2 oreilles. 2 oreilles. 2 oreilles. Est-ce que tout le monde s'entend sur ça? Ou il y a des gens qui diraient une oreille? Non, 2 oreilles. 2 oreilles. Ça dépend. T'entends bien de l'autre, non? Oui, c'est certain, mais si on regarde toutes les causes de la surdité, que ce soit le vieillissement de l'oreille ou que ce soit l'exposition au bruit, bien, on s'entend pour se dire que les 2 oreilles vieillissent en même temps. Puis souvent, les gens qui sont exposés au bruit, bien, c'est les 2 oreilles qui sont exposées, donc souvent, la surdité va être identique dans les 2 oreilles. Donc, pourquoi aider les 2 oreilles? Bien, c'est bien simple, c'est l'approche gros bon sens. Souvent, moi, ce que je dis à mes patients, c'est si le bon Dieu aurait voulu qu'on entende avec une oreille, bien, on l'aurait eu dans le front. Là, on en a une chaque côté de la tête. Fait que les avantages d'aider les 2 oreilles sur le plan technique, c'est que le son va être plus naturel, ça va être plus confortable. On est venu au monde avec ces 2 oreilles-là. C'est certain que si on veut aider au maximum le système auditif à retrouver ces habiletés-là, c'est préférable d'aider les 2 oreilles. Quelqu'un qui va porter un seul appareil auditif aussi, si on a une surdité dans les 2 oreilles, va être incapable de localiser les sons lorsqu'on les entend. Donc, la personne va perdre l'habilité à pouvoir dire « OK, le son que j'ai entendu présentement, là, il vient du côté droite ou du côté gauche ou de l'avant ou même de l'arrière. » Mais quelqu'un qui a une aide aux 2 oreilles va être en mesure de conserver cette habilité-là. Autrefois, ils nous en posaient qu'une. Bien, en fait, autrefois, il en posait juste une. Ça dépend toujours du choix de la personne. Mais on le verra tout à l'heure, il y a plusieurs organismes qui peuvent venir en aide là, aux gens pour rembourser le coût des aides auditives. Évidemment, il y a certains appareils aussi que les gens peuvent se procurer par eux-mêmes. Parce que j'en ai une, 8 ans avant d'avoir l'autre. Je l'ai porté 8 ans. OK. Puis pourquoi vous aviez fait le choix à ce moment-là de vous procurer un seul appareil? Ça, c'est celui qui me l'a... Votre audioprothésiste? OK. Est-ce qu'elle vous avait fait des recommandations par rapport à ça? Non.
C'est sûr que la façon de pratiquer de chacun est différente, là. Mais l'idée, comme je vous dis, c'est vraiment de vous asseoir, puis si vous avez des besoins, bien, de l'indiquer à l'audioprothésiste et lui ou elle est là pour vous conseiller finalement. On parlait tout à l'heure de difficultés dans les groupes et dans le bruit. C'est certain que quelqu'un qui porte 2 appareils va réussir à obtenir un meilleur rendement dans les situations de bruit versus quelqu'un qui porterait un appareil auditif. Il faut faire aussi attention à ce qu'on appelle la privation sensorielle, et ça, c'est très important. Qu'est-ce que c'est la privation sensorielle? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ça? Non? Donc, on a vu tout à l'heure que le système auditif fonctionne comme ça. Vous avez vos oreilles. Le rôle des oreilles, c'est des récepteurs, c'est d'entendre les sons, c'est de capter les messages de votre entourage. Et par la suite, les oreilles envoient des messages au cerveau. Et le cerveau, lui, son rôle, c'est d'analyser, c'est de comprendre ces messages-là. Et si vous avez une surdité, vos oreilles sont endommagées, ça veut dire qu'il y a une partie des sons de votre entourage que sans aide, sans appareil, vous ne captez pas. Et si vous ne captez pas ces sons-là, le son ne peut pas se rendre au cerveau. Et donc, c'est ça, en fait, la privation sensorielle, c'est cet effet de manque-là. Et évidemment, certaines études prouvent que cet effet de privation à long terme peut causer une détérioration au niveau de la compréhension de la parole. C'est un peu comme si l'oreille pourrait devenir paresseuse à long terme, tandis que quelqu'un qui porte un appareil auditif, bien, porter l'appareil, ça aide à apporter une stimulation et éviter cette détérioration-là. Et j'ajouterais aussi que la majorité des gens malentendants peuvent bénéficier du port d'un ou de 2 appareils auditifs. C'est assez rare qu'on voit des gens qui ont ce qu'on appelle une contre-indication médicale, c'est-à-dire que médicalement parlant, ça serait nuisible pour la personne de porter un appareil auditif. Comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs organismes, il y a plusieurs programmes gouvernementaux qui vont rembourser les appareils auditifs. Vous avez entre autres la Régie de l'assurance maladie du Québec, vous avez la CSST pour les gens qui ont une surdité professionnelle, la SAAQ pour les gens qui ont eu des accidents de la route et suite à ça, bien, ça a occasionné une surdité, les anciens combattants, les vétérans, et évidemment certaines assurances privées aussi. Qui peuvent... La RAMQ, elle paye pas les 2 appareils, elle en paye une. La Régie de l'assurance maladie va rembourser le coût de 2 appareils pour les enfants, les moins de 18 ans, les gens sur le marché du travail, les étudiants et les personnes qui sont non-voyantes et malentendantes. Si vous ne rentrez pas dans ces catégories-là, la Régie, elle, peut rembourser le coût d'1 appareil auditif. Oui, monsieur? L'assurance maladie ne rembourse pas tous les appareils. Il rembourse, il propose une gamme d'appareils. Évidemment, la liste d'aides auditives qui est proposée par la RAMQ est renouvelée à tous les 2 ans. Donc, évidemment, ça veut dire que les modèles qui se retrouvent sur cette liste-là est renouvelée, elle aussi, chaque 2 ans. Et on retrouve de plus en plus d'appareils auditifs sur cette liste-là. Par contre, il est vrai que ce n'est pas tous les modèles, toutes les technologies qui sont remboursées par la Régie de l'assurance maladie. Depuis le mois de novembre 2010, la Régie va rembourser la télécommande. C'était une des exigences de la RAMQ finalement d'avoir une liste d'aides auditives qui était compatible avec une télécommande. Évidemment, c'est sûr que je ne suis pas là pour faire la promotion du programme de la RAMQ, mais c'est seulement pour vous démontrer qu'il y a une évolution, que la RAMQ aussi demande des appareils là, qui sont renouvelés chaque 2 ans là, au niveau de leur liste. Disons que je vais avoir un appareil plus sophistiqué parce que le gouvernement. Est-ce que je peux payer la différence? Évidemment, on verra qu'au niveau des technologies, bon, il existe plusieurs niveaux de performance. Le gouvernement, la Régie de l'assurance maladie offre une technologie d'entrée de gamme présentement.
Évidemment, il existe des produits qui sont plus performants. Par contre, si vous faites le choix de miser sur ces technologies-là, malheureusement, la RAMQ ne vous donnera pas un montant forfaitaire pour vous le procurer. Donc, il vous offre l'appareil, mais si vous choisissez de finalement choisir une technologie plus performante, cette technologie-là sera à vos frais. Par contre, si vous avez des assurances privées, comme on le voyait tout à l'heure dans la liste, bien, eux, par contre, peuvent peut-être vous aider à défrayer le coût de ces appareils-là. Chose importante aussi à savoir, c'est que le coût des aides auditives, c'est un montant qui est déductible d'impôt. Des fois, pour certaines personnes, ça peut faire une différence aussi. C'est un produit qui est non taxable aussi. Une question. Oui. Est-ce que l'assurance, par exemple, rembourse seulement une fois au cours de notre vie? Bien, non, en fait, c'est que, bon, l'appareil auditif, il faut se mettre dans le contexte où c'est dans une oreille. Puis, bon, votre appareil va être exposé à la cire, à la transpiration. C'est comme une voiture. Une voiture, après 14 ans, même si vous la faites réparer, bien, elle ne sera pas au sommet de sa fonctionnalité. L'appareil auditif, souvent, après 6 ans, bien, on estime que les performances de votre appareil peuvent être altérées. Et à ce moment-là, c'est peut-être préférable de le renouveler. Même chose, la régie peut renouveler votre appareil si votre audition diminue et l'appareil ne répond plus à vos besoins. Ou si l'appareil est endommagé puis il coûte trop cher à faire réparer, là, la régie va accepter de le remplacer avant terme. Après 6 ans? Pas nécessairement après 6 ans. Si ça fait 1 an que vous avez votre appareil, votre audition chute, là, l'appareil que vous avez n'est plus adapté à vos besoins, il y a la possibilité qu'on puisse remplacer votre appareil auditif avant terme. Plaisir? Que ce soit l'oreille gauche ou l'oreille droite? Dépendamment où la RAMQ, finalement, va desservir ces services-là. La droite ou la gauche? Dépendamment de votre situation et votre admissibilité au programme de la régie aussi. Si vous n'êtes pas sur le marché du travail, puis vous n'êtes pas aux études, puis la régie, finalement, va desservir les coûts d'un seul appareil auditif, admettons que ce soit à l'oreille droite, bien, c'est sûr que là, si votre audition diminue à droite, ils vont vous offrir de la remplacer à ce moment-là. Pas toujours payer le même côté. Non, pas nécessairement. Si vous avez une évaluation en audiologie, par exemple, puis on voit que votre condition a changé et qu'il serait préférable de changer l'oreille, bien là, à ce moment-là, on peut simplement facturer l'appareil de l'autre côté. Donc, j'ajouterais qu'il y a eu des améliorations importantes au programme de la régie depuis les dernières années, comme par exemple, bien, là, la RAMQ rembourse les aides auditives numériques, ce qui n'était pas le cas avant 2006, et ils vont payer 2 appareils auditifs pour les gens sur le marché du travail. Donc, là, on a vu une portion sur les aides auditives. Je vais vous parler d'une autre solution. Et c'est les aides de suppléance à l'audition ou on appelle ça parfois aide technique. On voit ici présentement ce qu'on appelle un amplificateur personnel ou dans notre langage, l'anglicisme Pocket Talker. Ça, en fait, c'est un amplificateur aussi. C'est une petite boîte munie d'un microphone et d'une paire de casques d'écoute. Donc, c'est un accessoire que tous les centres de personnes âgées, en fait, tous les centres où on retrouve des gens potentiellement malentendants, devraient se procurer. Donc, en fait, c'est lorsqu'un intervenant veut faire une intervention auprès d'une personne malentendante, on peut tout simplement parler dans le microphone de l'amplificateur personnel et la personne malentendante, elle, porte un casque d'écoute sur les oreilles durant l'intervention. C'est sûr, ce n'est pas un appareil auditif non plus. Vous ne pouvez pas aller souper au restaurant dans un environnement bruyant puis donner la petite boîte à tout le monde, là. Donc, de ce côté-là, ça serait moins pratique. Mais ça peut avoir des côtés avantageux, là, c'est certain. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que ça fonctionne avec la télévision? Non, ça, c'est comme je vous dis, c'est vraiment plus si un intervenant veut, exemple, la garde malade vient parler à la pensionnaire, puis là, la personne ne l'entend pas, mais on peut se servir de cet accessoire-là. Mais pour la télévision, c'est plus ou moins adapté. Par contre, il en existe un autre qui, lui, va être préférable à ça. On a l'amplificateur téléphonique ou le téléphone amplifié aussi, comme on le voit ici.
Évidemment, certains patients peuvent avoir certains problèmes au téléphone, même en portant une aide auditive. Donc, ce qui est intéressant de ce système-là, c'est que le téléphone est amplifié, donc est muni d'un amplificateur pour ajuster la force de la voix de la personne au bout de la ligne, ainsi que la tonalité, plus grave, plus aiguë. On parlait tout à l'heure de difficultés avec la télévision. Et ça, c'est un système qui est utilisé pour la télévision, qui est finalement une des sources principales des chicanes de couple. Donc, ce qui est intéressant avec cet accessoire-là, c'est que la personne malentendante porte le casque d'écoute qui est muni d'un volume, ajuste le son à un niveau qui est confortable pour elle, tandis que la conjointe ou le conjoint, elle peut, ou lui, peut ajuster le volume de la télévision à un niveau qui est confortable. Ouais. Évidemment, on parlait de la régie tout à l'heure. La régie de l'assurance maladie peut aussi rembourser ces systèmes-là dans certains cas. Bon, évidemment, pour la personne qui a des problèmes à finalement être en contact avec certains sons de son environnement, le bébé pleure, j'entends pas, ou quelqu'un sonne à la porte ou frappe à la porte, j'ai peur de ne pas l'entendre, ou si le feu prend, puis là, le système de feu sonne, mais je ne l'entends pas. Il existe des accessoires qui peuvent être installés dans la maison qui permettent d'avertir la personne malentendante, mais autrement qu'auditivement. C'est-à-dire que vous avez des signaux lumineux qui vont vous avertir que le bébé pleure ou quelqu'un sonne à la porte ou le téléphone sonne, etc. Donc, on parlait tout à l'heure des professionnels de la santé auditive. Vous, M. Vézina, vous faites quoi? Vous, Mme Dubar, vous faites quoi? C'est quoi ça, un audiologiste? Ça mange quoi? Un audioprothésiste, qu'est-ce que c'est? En fait, ce qu'on a fait sur cette diapositive-là, on a séparé les 3 professionnels de la santé auditive et on a fait une description de leur rôle. Donc, vous avez en premier lieu votre médecin de famille ou votre médecin ORL, qui est le spécialiste, finalement, des oreilles. Fait que leur rôle à eux, c'est le diagnostic, l'intervention médicale. Donc, quand se référer à ces gens-là, bien, s'il y a une opération qui est possible pour corriger votre surdité, bien, vous vous adressez à votre médecin. S'il y a un bouchon de cire dans votre oreille, bien là, vous vous adressez à votre médecin à ce moment-là. Lui peut vous aider. Vous avez l'audiologiste, qui est finalement un peu comme Mme Dubar ici. Son rôle, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'évaluer l'audition, c'est la réadaptation. Elle est là pour vous donner des conseils pour mieux communiquer avec les gens de votre environnement, etc. Et vous avez finalement l'audioprothésiste, qui, lui, son rôle est tout ce qui est pause, ajustement des aides auditives. Donc, tout ce qui est relié à l'appareil, c'est l'audioprothésiste qui va s'en occuper. En conclusion, donc on a vu que la perte auditive, ça a un impact important sur la vie des gens. Il est recommandé de ne pas attendre avant de consulter. Finalement, reporter le problème à demain, ça n'a jamais rien donné de bon. C'est préférable finalement d'appeler un de ces professionnels de la santé auditive-là qu'on a parlé tout à l'heure, que ce soit votre médecin, votre audiologiste ou même un audioprothésiste, mais il faut consulter. Et il existe plusieurs solutions à votre portée, mais on l'a vu. Et puis l'idéal, c'est d'utiliser toutes ces technologies-là ensemble. Et puis il y a plusieurs améliorations là, qui ont été apportées aussi au niveau des technologies. On va prendre quelques instants aussi, tandis qu'on est ici pour se présenter. Donc, Audrey parlait de ses services tout à l'heure. Audrey fait partie d'un regroupement d'audiologistes qu'on appelle Audio Santé. En fait, Audio Santé, c'est le plus grand regroupement d'audiologistes au Québec et leur force, c'est surtout les services complets en audiologie et évidemment, service à la clientèle. On parlait du groupe Forget tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le groupe Forget? Avez-vous vu la publicité à la télévision récemment? Oui. Fait que c'est ça. Le groupe Forget, en fait, c'est un rassemblement d'audioprothésistes. En fait, c'est le plus important rassemblement d'audioprothésistes au Québec. Donc, on a plus de 60 cliniques. On a déjà aidé plus de 60 000 personnes au cours des 25 dernières années à retrouver le plaisir d'entendre. Donc, évidemment, on est un service qui est reconnu.
Nos forces, évidemment, toujours notre service et nos connaissances. Notre garantie, c'est toujours la satisfaction. Et on a un numéro 1-800, là aussi, le 1-800-OREILLE pour nous rejoindre, et un site Internet pour les gens qui seraient intéressés à aller chercher de l'information. Évidemment, les deux rassemblements, présentement, on est situés à la même adresse sous un concept qu'on va appeler Polyclinique de l'oreille. Polyclinique de l'oreille est un espace où on va retrouver différents services de la santé auditive. Et présentement, le bureau le plus près de chez vous, la Polyclinique de l'oreille la plus près, se situe au 28 chemin du Golfe Est, bureau 202. Et les services offerts sur place sont les services de Audio Santé et le groupe Forget. Je m'étais gardé une période de questions à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient encore des questions à me poser? Oui, madame? En ce qui concerne les décibels, dans une situation normale, quels sont les décibels qu'on ne devrait pas dépasser? Bon, c'est sûr que là, vous me parlez de décibels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs sortes de décibels. Donc, Audrey, pour ces mesures, va utiliser des décibels qu'on appelle HL, qui est un décibel, finalement, pour mesurer l'audition des gens. Quand on va ajuster des appareils auditifs, on va se référer plus à des décibels SPL, qui sont des décibels physiques mesurés dans une cavité. Et il existe aussi des sortes de décibels que, exemple, la CSST peut venir mesurer sur un lieu de travail pour faire une mesure de l'intensité sonore. Donc, évidemment, c'est tous des décibels qui sont différents et les uns ne correspondent pas nécessairement aux autres. Par contre, vous pouvez avoir plusieurs signes là, que le son qui est présent sur place est dommageable. Exemple, si vous entendez des sifflements dans vos oreilles, ce qu'Audrey tout à l'heure vous a parlé des acouphènes, bien là, évidemment, c'est une exposition au bruit qui peut être dommageable pour votre audition. Donc, à ce moment-là, il faut vous assurer que le son ne puisse pas être dommageable. Et est-ce qu'il n'y a pas un nombre qui ne peut pas dépasser? Je crois que la CSST, comme norme, s'était fixée à un certain nombre d'expositions de décibels, dBA, dBB ou dBc par jour sur un milieu de travail. Je pense qu'Audrey pourrait peut-être mieux répondre à cette question-là que moi. C'est ça, dans mon souvenir, c'était 85 décibels 8 heures, donc il ne faut pas dépasser ça. Sinon, ça pourrait créer des dommages à l'audition. Mais c'est certain que, par exemple, si on se met à côté d'une fusée qui décolle, mais ça, instantanément, ça peut créer un dommage à l'oreille. Donc, tout dépend de l'intensité de sonore et tout dépend de la durée aussi qu'on s'expose à ce son-là. Il semblerait que quand on entre dans une discothèque, après 3 minutes, ça peut créer des dommages à notre oreille. Donc, c'est vraiment de faire attention. Par exemple, quand on va voir un spectacle de U2, par exemple, et qu'on est proche du gros speaker, c'est important de mettre des bouchons protecteurs. Et il existe également des bouchons protecteurs qui filent, des bouchons de musiciens. Et que ça permet d'atténuer le bruit ambiant, mais on entend quand même bien le chanteur ou les instruments de musique. Donc, tout est dans l'intensité de la durée d'exposition au son. Est-ce qu'il faut passer par le spécialiste ORL pour avoir une audition? Pour avoir un rendez-vous en audiologie, vous n'êtes pas obligé d'avoir une référence de votre médecin de famille ou du médecin ORL. Vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi. Par la suite, si je juge que c'est pertinent d'aller voir un médecin ORL, moi, je vous fais une référence. Donc, vous pouvez passer directement par moi, sans problème. Quand on passe si on passe directement par toi, est-ce que c'est nous qui déboursons, qui payons la rencontre? Nous, c'est certain, en audiologie, c'est des services au privé. Donc, oui, l'évaluation coûte des sous. Donc, pour une évaluation de base qui dure 45 minutes, donc, je vous pose des questions. Par la suite, on va en cabine vérifier l'audition. Ensuite, je vous fais vos recommandations. Ça coûte 70 $ pour une évaluation de base.
Et souvent, ça va être remboursé par les assurances ou vous pouvez mettre ça sur vos impôts également. Sinon, bien sûr, il y a toujours l'hôpital, mais à ce moment-là, les délais peuvent être beaucoup plus longs avant de rencontrer un audiologiste. Nous, à la Polyclinique de l'oreille, vous pouvez nous rencontrer dans un délai de 2 semaines, là, sans problème. Est-ce que vous avez les mêmes appareils qu'à l'hôpital? C'est certain qu'en audiologie, il existe plusieurs types d'appareils et ils se valent tous. Qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir une cabine insonorisée. Et nous, on en a une aussi, on en a une à la clinique, donc c'est tout ce qui est important, là. Est-ce qu'un problème d'oreille peut produire des étourdissements? Comme je vous le mentionnais tantôt, hein, le centre de l'équilibre, c'est dans l'oreille, dans le fond, là. Donc, effectivement, oui, ça pourrait créer des vertiges, des étourdissements. C'est certain que la prise de certains médicaments aussi peuvent causer ça. Si les personnes font de la haute pression également. Donc, c'est de voir peut-être avec votre médecin ou si vous pensez que c'est votre oreille, peut-être avec moi ou un médecin ORL. Vous aviez une question? Moi, je fais de la scène. Est-ce qu'il y a des trucs que vous pouvez m'aider? Oui, mais également, moi, j'offre des services, oui, d'évaluation de base, mais on offre à la clinique des rencontres d'information sur les acouphènes. Donc, c'est certain qu'on commence toujours avec une évaluation de base pour vérifier si vous avez ou non une baisse auditive parce que on veut trouver la cause, bon, premièrement, de l'acouphène. Et je vous fais toujours un petit counseling de base sur des trucs pour comment vous aider à vivre mieux avec l'acouphène. Mais si vous voulez en savoir davantage, on offre des rencontres. Première rencontre, on trouve c'est quoi le son que vous entendez dans votre oreille. C'est quoi l'intensité, c'est quoi la fréquence. Et par la suite, on se revoit une autre fois et là, je vous fais une rencontre sous forme de PowerPoint avec de l'information sur l'acouphène. C'est quoi les causes, les facteurs qui font en sorte qu'on l'entend plus, c'est quoi les solutions adaptées pour vous. Donc, c'est certain qu'au niveau de l'acouphène, vous pourriez venir me rencontrer, là. Une des solutions à l'acouphène, c'est certain que c'est l'appareil auditif, d'autant plus si vous avez une baisse auditive. Il est prouvé que jusqu'à 80% des gens qui portent un appareil auditif et qui ont un acouphène voient leur acouphène diminuer ou même ne l'entendent plus du tout. Donc, ça peut être très intéressant. Ça va vous aider à mieux comprendre la parole, mais également à moins entendre votre acouphène. Ça, c'est advenant que vous ayez une surdité, parce que c'est pas tous les gens aussi. C'est pas tous les gens non plus qui ont des acouphènes et ont une surdité. Il y a des gens qui ont des acouphènes et n'ont pas de surdité, mais souvent, l'acouphène est un problème qui accompagne votre surdité. Donc, le fait de porter un appareil va habituellement, dans plusieurs cas, comme le disait Audrey, apporter une amélioration, vous permettre de moins, finalement, percevoir votre acouphène. Merci. Est-ce que ça prend un certain degré de surdité que le gouvernement? Oui, certain. Le critère de la Régie de l'assurance maladie pour la personne qui est malentendante qui a plus de 19 ans est d'avoir une perte moyenne de l'ordre de 35 décibels à l'oreille ayant la plus grande capacité. Donc, en d'autres mots, votre meilleure oreille, il faut qu'elle ait 35 décibels de perte environ. Et par contre, si vous rencontrez un audiologiste, l'audiologiste va vous expliquer, va vous dire si vous êtes admissible ou non au programme de la Régie et vous fournir une recommandation, soit pour 1 ou 2 appareils, là, advenant le cas. Plaisir? J'avais une autre question. Ça m'intrigue tantôt, si vous montrez les différents appareils. Puis il y a celui qui est mini, qu'on dépose pratiquement dans le fond de l'oreille. Ça ne devient pas compliqué de l'enlever à un moment donné? Bien, aucun de ces appareils-là ne doit être compliqué à manipuler. Si on voit que ça pourrait poser problème, c'est peut-être pas un choix qui est adapté là, à la personne. Mais c'est certain que des fois, des gens qui ont beaucoup d'arthrite ou d'arthrose dans les mains, des fois, le fait de faire un appareil qui est trop petit peut être une difficulté là, au niveau du changement de pile, la manipulation de l'appareil. Il
faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là avant de miser là, sur ce choix. Ça dépend de la surdité aussi. Évidemment, c'est sûr que la taille de l'amplificateur qui est nécessaire va avoir une importance là, dans le choix de l'appareil. Il y a une petite tige ici pour enlever l'appareil. Oui, c'est pas une antenne pour capter la radio, là, c'est juste pour l'enlever. Oui, ça, on appelle ça un BAA ou une prothèse en ancrage osseux. Ce que cette prothèse-là va faire, c'est qu'elle va faire vibrer le crâne pour stimuler directement l'oreille interne, le colimaçon dont Audrey vous parlait tout à l'heure. Évidemment, les gens qui vont porter ce type d'appareil-là vont être des gens souvent qui ont une contre-indication médicale à l'appareillage, c'est-à-dire que le fait de mettre un appareil dans l'oreille pourrait créer de l'infection à répétition, ce genre de problématique-là. Évidemment, c'est un appareil qui nécessite une opération aussi, donc il va être installé, mis en place par le médecin ORL. Il y a l'implant cochléaire. L'implant cochléaire aussi. Donc, il y a l'implant cochléaire. Ça aussi, c'est une chirurgie. Par exemple, les enfants, là, CIMAR, c'est ça qu'ils ont, là. Donc, eux, ça, c'est chez des personnes qui n'ont pratiquement plus d'audition. Et à ce moment-là, on va placer des électrodes dans le colimaçon. Et donc, ça va venir stimuler de façon électrique l'audition. Donc, ça, c'est un autre type de chirurgie, mais ça, c'est chez des personnes qui ont presque plus d'audition, là. OK. On remercie tout le monde, encore une fois, de s'être déplacé. C'est bien gentil de nous avoir accueillis parmi vous aujourd'hui. Monsieur Raphaël. Mon bureau sont bien situés. Mon bureau sont à Joliette, sur le chemin du Sol. Oui. Merci. Moi, je remercie beaucoup monsieur, excusez, je vais oublier de prendre mon petit. C'est ça, monsieur Mézina qui a audioprothésiste, et madame Audrey Dubard. Merci beaucoup. Je pense à c'est vraiment des sujets qui fait déplacer les gens. Donc, merci de vous avoir déplacé.